Bonjour chers étudiants et bienvenue encore à cette deuxième partie de la première séance de notre cours qui va porter sur la guerre froide et les mouvements de libération en Afrique dans les années 60. Donc comme nous l'avons dit dans la précédente séance, il est important de savoir que le processus de décolonisation et de post-indépendance de certains États africains est rythmé dans la dualité internationale de la guerre froide. Il était donc question pour les Africains soit de se positionner du côté occidental, soit de se positionner du côté communiste, soit d'affirmer son non-alignement comme mise en place à Bandung. Et donc les Africains, pour la plupart, choisissent le non-alignement dans les faits, euh, dans la théorie. Sauf que dans les faits, il fallait choisir son camp, au risque de choisir de se faire la guerre. Il fallait choisir son camp, soit avoir les alliés occidentaux, soit avoir les alliés du bloc communiste, parce que ces deux pôles de puissance constituaient des entités disposant des armes les plus sophistiquées et des techniques militaires et économiques les plus fortes. Et donc il fallait se positionner dans un camp, dans les alliances, même si dans la théorie, on était non aligné. Et donc, dans les années 60, l'Afrique arrive à l'indépendance en partie, notamment les territoires d'AEF et AEF et une partie des territoires britanniques. Sauf que les territoires portugais ne sont pas indépendants. Les territoires espagnols aussi ne sont pas indépendants. Une bonne partie des territoires britanniques n'est pas encore indépendante. Et donc, l'Afrique qui arrive à l'indépendance dans les années 60, malgré le fait que l'indépendance ait été remise à des collaborateurs, a pour souci de se libérer, de libérer le reste de son territoire des autres États. Aussi, le contexte de la guerre froide et le mouvement de libération en Afrique est aussi celui de la naissance de l'Organisation de l'Unité africaine des années 60, qui a pour objectif de libérer totalement l'Afrique des autres du joug colonial. Donc aussi, les premiers États indépendants d'Afrique, avec les premiers leaders d'Afrique, mettent en place l'Organisation de l'Unité africaine sur le modèle que vous connaissez. C'est-à-dire l'Afrique des États indépendants, contrairement à l'Afrique des États, contrairement aux États-Unis d'Afrique prônés par Kwame Nkrumah. Aussi, cette union d'Afrique des États indépendants va se donner pour mission d'aider les territoires encore colonisés d'accéder à l'indépendance. Aussi alors, les guerres d'indépendance vont se faire sur le prisme de ce soutien des États africains indépendants et sur le prisme des alliances entre communistes et capitalistes. Nous allons prendre quelques exemples pour vous montrer un peu le processus de guerre et d'action des mouvements de libération en Afrique. Le premier exemple, ce sera celui d'un mouvement d'indépendance très prometteur, mais qui a échoué. C'est celui de l'Union des populations du Cameroun qui, dès les années 45, est mis en place un des premiers partis africains à réclamer l'indépendance et la réunification. Malgré la forte mobilisation de ce mouvement, malgré la détermination de ses leaders, ce mouvement a échoué, les leaders ont été abattus, ils sont aujourd'hui les martyrs du peuple camerounais. Comme la question que je vais poser aujourd'hui est celle de suivante. Pourquoi est-ce que ce mouvement a échoué? Pourquoi est-ce que nous célébrons ces martyrs de la défaite? La réponse à cette question peut survenir des autres mouvements qui ont réussi. Les mouvements qui ont réussi à obtenir l'indépendance et à installer les nationalistes africains, notamment Sékou Touré. Qu'a fait Sékou Touré? Sékou Touré a réussi à obtenir du peuple de Guinée un vote massif en sa faveur. C'est la question que vous devrez réfléchir, à laquelle vous devez réfléchir. Qu'a fait Sékou Touré que l'Union des populations du Cameroun n'a pas pu faire? Première question. Deuxième question. Pourquoi la France accède à Sékou Touré ce qu'elle n'accède pas au Cameroun? La deuxième question à laquelle je vous invite à réfléchir. Le troisième mouvement pour lequel nous allons essayer, c'est le mouvement, le Front de libération nationale d'Algérie. Le Front de libération nationale d'Algérie était un peu un mouvement calqué sur le modèle de l'Union des populations du Cameroun. En Algérie, il y a eu une réussite du mouvement de libération nationale, due à l'unité du peuple algérien
dû à la force des populations algériennes qui ont réussi à bouter par une guerre forte et pas des alliances fortes, parce que le FLN avait des alliances du côté communiste. L'UPC a été taxé de communiste, pourtant on n'avait que de sympathie et pas d'alliance. Et donc la question que je vais poser là, entre le FLN et l'UPC, est-ce qu'il n'est pas bon d'avoir une alliance forte avec un camp que de faire, ou de faire semblant de n'avoir aucune alliance et d'être finalement fragile face à l'adversaire qui est puissant? Le troisième mouvement que je voulais mettre en branle ici, c'est celui de Jomo Kenyatta et la révolte des Mao Mao. Il est caractérisé par la forte hypocrisie née de l'ethnie Kikuyu. C'est-à-dire, Jomo Kenyatta s'appuie sur la révolte des Mao Mao, notamment en donnant des consignes dans les tribus, dans les communautés. Aussi, il réussit par une sorte d'hypocrisie à dire et à faire le contraire de ce qu'il dit. C'est-à-dire que lors des discours officiels, il réussissait à donner un discours convenant aux colons et en même temps, la population avait réussi à comprendre que le leader voudrait dire exactement l'inverse de ce qu'il dit officiellement. Donc c'est très important de voir aussi ce mouvement et de comprendre pourquoi Jomo Kenyatta finit par arriver au pouvoir avec, avec toutes les conséquences que ça suit. Un autre mouvement, c'est celui de Patrice Emery Lumumba. Patrice Emery Lumumba, lui, contrairement au FLN qui choisit ses alliés directement au bloc soviétique, contrairement à l'UPC qui refuse d'être communiste et qui a seulement de la sympathie pour les pays communistes. Non, pas contrairement. Justement, comme l'UPC qui refuse, Patrice Lumumba refuse d'être taxé de communiste et de capitaliste. Il veut se positionner tiers-mondiste, africain. Or, à l'époque, la force des armes, la force militaire, elle est essentiellement entre les mains soit des capitalistes, soit des communistes. Patrice Lumumba se retrouve donc pris en otage entre cette volonté des capitalistes ou des Occidentaux à se maintenir au Congo et cette absence de force internationale fiable pour les soutenir, qui était le bloc communiste. Lumumba est assassiné, vaincu et tué. Il est aujourd'hui martyr. Martyr inscrit dans la défaite des Africains. Le Frélimo, par exemple, de Samora Machel, lui, luttait contre le colon portugais. Face à un mouvement de libération fort, le Frélimo a très vite compris qu'il n'avait pas les armes nécessaires pour vaincre. Alors, ils ont procédé par une guérilla de harcèlement et par une éducation populaire forte. Au bout de 15 années de lutte, au bout de 10 à 15 années de lutte, les Portugais sont essoufflés, fatigués. La chute de Salazar entraîne automatiquement la victoire de Samora Machel qui arrive au pouvoir en tant que nationaliste. Robert Mugabe, par exemple aussi, qui fait face à une fronde de la minorité blanche qui veut s'accaparer du pouvoir au Zimbabwe, engage un combat sans merci. Ce combat est soutenu par des Africains déjà indépendants, notamment Ahidjo et Mobutu, comme vous avez vu, dans ce qu'on avait appelé le manifeste dit de Lusaka, en Zambie. Donc, Mugabe, à l'issue d'une guerre forte, à l'issue d'une guérilla urbaine forte, à l'issue d'une campagne dite de désobéissance civile et de guérilla et de soulèvement populaire des quartiers chauds, pauvres, la Grande-Bretagne finit dans les années 80 à céder, à obtenir l'indépendance. Le cas le plus important ici, le cas le plus atypique autant pour moi, c'est celui de l'Afrique du Sud. Cette Afrique du Sud qui constituera plus tard l'objet lors des études de Mandela, d'une attention particulière de notre part. Aussi, pour nous résumer, on va dire que la guerre froide, l'Afrique dans l'histoire internationale du monde, lors de la guerre froide, l'objet de ce que j'essaie de vous dire, c'est que les Africains, d'une part, certains ont choisi de rester communistes, d'autres ont choisi de rester capitalistes. Ceux qui ont choisi aussi de devenir neutres ont connu des destins tout à fait différents. Et à l'arrivée, le constat est simple. Le constat est simple, c'est que la force militaire incarnée
incarnés par les blocs capitalistes et communistes, ont fini par vaincre les forces dites non alignées. Aussi, il est donc important de se dire que pendant cette période des années 60, trois éléments essentiels constituent un des facteurs de puissance. Le premier élément, c'est la capacité nucléaire, la capacité militaire forte qu'il fallait avoir. Le deuxième élément, c'est la capacité économique forte qu'il fallait avoir. Absolument forte. Vous voyez? Donc la capacité économique, la capacité militaire et les alliances, qui constituent alors la capacité idéologique à s'installer, à s'inscrire dans un bloc ou dans l'autre. Ces pôles puissants ont notamment influencé le destin de l'Afrique. Et l'Afrique, face à ces pôles puissants, a peiné à trouver sa place à ces moments. C'est un constat des années 60 qui va être prochainement différent des autres années. Aussi, je vous invite à réfléchir pour la prochaine séance à la création de l'Organisation de l'Unité africaine pour comprendre le processus de mise en place de cette UUA, calqué sur la question du contexte, des enjeux, de la dynamique des années 60, un contexte de guerre froide, des enjeux économiques, du maintien de l'Afrique dans le bloc, dans la sphère coloniale, et un contexte aussi mondial fait de ce qu'on a appelé l'équilibre de la terreur. Pour le compte de la guerre froide d'une part, et pour le compte de l'Afrique, de la tentative du lancement du mouvement des non-alignés. Et donc dans ce contexte, on verra en comment et en quoi est-ce que l'Union africaine est-elle utile, quelles étaient les bases de son échec de départ, et nous allons en tirer les conclusions pour voir comment est-ce que les États unis, la France, l'Union soviétique et autres orientent leur politique par rapport à cette tentative d'unité de l'Afrique. Je vous remercie. Je vous invite à participer au forum Google Classroom, à répondre à ce forum. Je vais probablement bientôt vous donner une vidéo qui va vous permettre d'analyser certains éléments très importants de notre cours concernant le sport. Dans cette vidéo va être essentiellement la course entre Deratou Toulou et Elena Meyer, qui constitue une vidéo qui constitue un élément important dans les Jeux Olympiques de Barcelone en 1992, où l'Afrique du Sud venait d'avoir le droit d'arriver sur la scène mondiale pour le sport après la libération de Nelson Mandela. Merci beaucoup, je vous remercie.